Notre invité est un vrai personnage du PAF, quelqu'un dont vous connaissez forcément la voix ou le visage. À la télé comme à la radio, il vous donne la couleur du ciel tous les jours. Il le fait dans la bonne humeur, avec le sourire, mais attention, toujours avec précision et exigence, avec le sérieux d'un scientifique comme il le faisait lorsqu'il était routeur de bateau. Car il a conscience de sa responsabilité vis-à-vis de nous tous qui attendons ses prévisions pour organiser nos journées. Et il ne plaisante pas avec ça. D'ailleurs, en 2002, lorsque RTL lui propose de monter un vrai service météo dans la station, il accepte, mais à deux conditions. Il veut des écrans radars et des images satellites pour faire son bulletin, et il veut un vrai abonnement à Météo France. Les températures au doigt mouillé, ce n'est pas son truc. Peut-être parce qu'il est l'un des rares à pouvoir se targuer d'avoir un vrai diplôme d'ingénieur météo. Que pense-t-il alors de toutes ces années où la rubrique météo était reléguée en fin de journal ou même placée dans la catégorie divertissement? L'époque Miss Météo, est-ce que c'était son truc ou est-ce qu'il regardait cela d'un mauvais œil? Posons-lui toutes les questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue Louis Baudin. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat, dans ce dôme tournant. Quel regard vous avez porté sur cette époque où effectivement la météo n'était pas forcément un sujet central et, je le disais, était un peu relégué en ce qu'on appelle les fins de canard? Oui, c'est vrai. En fait, je crois que ça a été une évolution, c'est-à-dire que ça a suivi aussi la qualité de la prévision. Moi, quand j'ai commencé à 35 ans, faire une bonne prévision, c'était très compliqué, hein. D'ailleurs, je raconte toujours cette anecdote. Je disais, je suis un météorologue. Alors, on me regardait avec un petit sourire en disant, mais c'est un métier, ça. Et effectivement, on n'était pas très fiable. Donc voilà, c'est une information qu'on consultait éventuellement, mais dont on ne tenait pas compte vraiment. Et puis, au fur et à mesure, ça a progressé. C'est devenu plus utile, plus efficace. Et puis aujourd'hui, voilà, on commence à avoir une météo qui est assez fiable, même si on peut encore se tromper, hein. On va en parler. Voilà, mais l'époque des Miss Météo, qui rendait la météo aussi pas très sérieuse, vous regardiez cela d'un bon œil ou d'un mauvais œil? Non, d'un bon œil. Ouais. Moi, je trouve que, voilà, à partir du moment où on joue le jeu des médias et qu'on veut communiquer, eh ben oui, toutes les façons peuvent exister. À partir du moment où cette façon-là, elle est totalement assumée, voilà, il n'y avait pas l'idée d'être joué sur les deux tableaux. Non, on en faisait un joli rendez-vous. Voilà, on pouvait le regarder. Et puis à côté, il y avait d'autres propositions un peu plus sérieuses. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « Ah, la météo, ils se trompent tout le temps ». Vous l'entendez, ça? Oui, on l'entend encore, alors de moins en moins quand même. Oui, ils ont raison. Et d'ailleurs, ça c'est un point important aujourd'hui, c'est qu'on est dans une dérive où on a l'impression qu'à l'inverse, la météo pourrait tout faire, tout prévoir et nous mettre à l'abri de tout. Justement, c'est bien de rappeler que non, la météo n'est pas encore parfaite, on fait encore des erreurs. On l'a vu l'été dernier, hein, notamment sur la Corse. Et justement, parlons-en, oui, de ce moment où il y a eu ces reproches faits à nouveau à Météo France parce qu'ils n'avaient pas prévu cette tempête. Hein, ça a été une vraie tempête qui est arrivée sur la Corse et qui a basculé sur la Toscane. Il y a eu ces reproches-là encore. Oui, et alors on peut les faire, mais moi je rappelle que la prévision a ses limites encore aujourd'hui, malgré tous les ordinateurs, les satellites, les réseaux d'observation, l'expérience, les calculs. La nature nous résiste encore et malheureusement, elle peut nous réserver des surprises, que ce soit à court terme ou parfois à long terme. Hein. Souvent, je dis au-delà de 5-6 jours. Je ne sais pas. On ne sait pas encore résoudre cette équation et dire le temps qu'il fera dans 8-10 jours de manière honnête. On vous rend responsable un peu comme dans l'Antiquité où on rendait responsable le messager plutôt que le message. C'est ça. Oui, ça arrive. Bon, alors on n'est pas brûlé en place publique, mais bon, c'est vrai qu'on nous fait le reproche. Il y a quelque chose qui a changé aussi ces dernières années, c'est que maintenant, chacun a sur son smartphone des applications météo, plus ou moins d'ailleurs fiables, sérieuses et scientifiques. Mais est-ce que ça a changé votre façon à vous de présenter la météo? Est-ce que vous êtes du coup plus précis ou comment on gère ça? Parce que tout le monde a sa météo sur Non, vous avez raison. On essaie d'être plus précis, justement de donner la petite information supplémentaire par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur ces réseaux, sur ces smartphones, où là, il ne faut pas se leurrer, ce sont des prévisions, ce qu'on appelle automatisées. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui affectent kilomètre par kilomètre une température, une pression, puis ça c'est mis dans un algorithme et hop, c'est mis à disposition. Mais il n'y a pas le travail d'un prévisionniste, de validation, d'expertise, de précision sur la prévision, d'interprétation. Et effectivement, c'est vrai que dans mes bulletins, j'essaie d'apporter cette petite touche supplémentaire sur relativiser, sur donner une nuance, sur les pluies seront plus à tel moment, ou souvent sur les smartphones, on peut regarder, il y a 6 jours de
de pluie. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 jours, on prévoit une averse. Ouais. Mais l'averse, elle va durer une demi-heure dans la journée, le reste du temps, et ça sera plutôt beau. Ouais. Donc c'est complètement faux. Et pourtant, le smartphone va avoir mis cette indication. Bon ben voilà, moi je peux apporter une petite indication en disant non, s'il y a une averse dans la journée, le reste du temps sera plutôt agréable. Il vous arrive de faire un petit clin d'œil à des copains ou d'avoir fait un pari, aujourd'hui je vais donner le nom de telle ville en radio, ça vous arrive ou pas ça? On l'a fait, mais maintenant, maintenant c'est très restreint. Maintenant, surtout on ne déborde pas, on fait les choses très carrées. Donc non, on le fait un petit peu moins. Alors, on peut parfois faire un petit clin d'œil sur une région ou un endroit, parce que c'est un endroit où il s'est passé quelque chose, où il va se passer un événement un peu en lien avec la météo, mais c'est très très rare et c'est vraiment sur des événements où qui déjà font parler d'eux dans l'actualité, ou parce qu'il y a une spécificité météo très très particulière. Il n'y a pas des élus qui vous appellent, des maires de communes ou des présidents de région qui vous disent « Oh, mais... » Ça c'est arrivé avec le maire d'Amiens, qui nous reprochait justement à TF1 de dire « Mais ma ville est plus grande que je ne sais plus quelle ville c'était. Pourquoi ma ville n'y est pas sur les cartes ?» Et alors là, je lui ai expliqué pourquoi. C'est tout simplement que c'est l'injustice de l'histoire. C'est qu'en fait, les stations météo se sont installées principalement autour d'aérodromes, puisque c'est comme ça que s'est créé véritablement le premier service météo en France pour les avions. Et donc, ça s'est créé sur des plateformes où l'aviation se développait. Donc, c'est comme cela qu'on a créé des premiers relevés. Et aujourd'hui, pour garder ces statistiques, garder ces séries de mesures, on laisse les stations aux mêmes endroits. Donc, parfois, il y a eu des Il a villes compris, qui se sont... il a accepté? J'ai pas eu d'autres réponses, mais oui, je pense que l'explication, en tout cas, était claire. Elle est très claire. Vous êtes donc sur RTL et sur TF1, parmi les médias les plus puissants du pays. Quelle exposition! D'ailleurs, quand il vous recrute, Nonce Paolini, ancien patron de TF1, vous prévient. Il vous dit, vous allez voir, en quelques semaines, la France va devenir un petit village. C'est ce qui s'est passé, j'imagine. Vous faites partie des familles françaises. Vous êtes dans leur foyer, dans leur quotidien, dans leur salon. Quel rapport ça crée avec le public? En fait, j'allais dire, moi, c'est quelque chose qui me passionne parce que faut savoir que transmettre mes passions, moi, je suis quelqu'un de passionné. Donc, si j'ai fait ce métier-là de météorologue, j'adore la voile, la montagne, la nature, marcher. Je suis un épicurien de cette nature. J'ai eu la chance d'être élevé dans la nature. Et c'est vrai que j'adore transmettre, échanger. Et donc là, grâce aux médias, j'ai un terrain de jeu, d'expression pour échanger avec les gens, mais qui est énorme. Parce que vous avez la chance que j'ai, je raconte mon métier tous les jours sur 2 grands médias. C'est quand même une chance extraordinaire. Et évidemment, ça crée un lien avec les gens qui est de proximité, particulier. Puis moi j'aime les gens. Je fais ce métier-là, j'adore les gens. Donc ils peuvent m'agresser, m'enguirlander, dire qu'ils sont fans. Enfin, il y a tout. Mais c'est ça la vie. Et j'aime bien au contraire le conflit. Je dis mais allez-y, dites-moi. Et moi j'aime bien ce petit bruit, ces échanges avec eux. Et puis honnêtement, au bout de quelques échanges, je suis sur une matière universelle. Et donc très vite, on se parle. Ils me parlent de leurs problèmes, ils me parlent de ce qu'ils aiment, ils me parlent de passion. Ça finit par aller bien au-delà de la météo. Ça va bien au-delà de la météo. C'est souvent la phrase d'introduction, la porte d'entrée. Voilà. Revenons un peu sur votre parcours personnel. Vous l'avez dit un peu en quelques mots, mais on va approfondir cette question, parce qu'il n'y a évidemment pas que la météo dans votre vie, loin de là. Vous êtes né à Reims, votre père était militaire dans l'armée de l'air. Vous avez pas mal bougé quand vous étiez petit, pas mal déménagé. Vous avez notamment vécu au Maroc, je crois, à Casablanca. Et vous allez avoir très vite plusieurs passions. L'athlétisme d'abord, je crois, demi-fond et course de fond jusqu'à un haut niveau. L'aviation également, vous avez votre brevet de pilote. Et à un moment donné, vous avez même eu envie d'être pilote de chasse, si je suis bien renseignée. Et puis la voile, je sais tout. Et la voile, bien sûr, alors ça aussi on va en parler. On sent quand même qu'il y a une recherche d'adrénaline, non, de dépassement de soi. Je veux dire, vous n'avez pas choisi de faire du foot ou du judo. Non, c'est vrai. Il y a surtout le partage, et puis à un moment, il y a eu la confrontation avec la nature. C'est-à-dire d'aller chercher à la fois le respect, parce que quand vous partez en mer, les 15 ans de course au large que j'ai pu faire, quand vous êtes au milieu de l'océan, vous êtes humble, vous êtes respectueux, vous travaillez, vous faites confiance dans l'équipage. Donc ce sont plein de valeurs qu'il faut développer. On ne triche pas, laisse tomber l'armure, dire la vague qui arrive, vous dites pas oh je vais faire, non, on a le bateau qui est prêt, on sait comment la prendre et éventuellement elle va nous laisser passer ou pas. Donc ça apprend essentiellement à retrouver les sens, à retrouver la performance, à retrouver le travail, à retrouver la patience, à retrouver l'écoute. Utiliser ces 5 sens. Je trouve qu'on a un peu oublié ça aujourd'hui. Et quand on est confronté à la nature, on est en permanence en train de les solliciter. On a froid, on a chaud, on se protège. Et ça, c'est quelque chose, oui, que j'ai eu la chance de développer à travers effectivement ces voyages tout jeunes avec mon
père, j'étais élevé au bord de la mer, j'étais élevé sur des terrains d'aviation, et donc j'ai tout de suite eu à développer ce sens pratique ou à apprendre ça, et c'est devenu un vrai plaisir, et effectivement, au fur et à mesure que j'ai grandi, une vraie envie d'aller chercher ces émotions, c'est rechercher des émotions. Il y a un petit jeu avec la mort aussi, hein, la mort qu'on défie un peu quand même. Je vous dis, face à la vague, ça passe ou ça passe pas. Si ça passe pas, c'est quand même la mort. C'est vrai qu'en course large, j'ai été probablement un peu plus loin vers cette limite-là, mais ce n'était pas l'objectif. J'ai eu des camarades de jeu dans ce milieu-là qui, eux, allaient beaucoup plus loin. Je pense à Laurent Bourgnon, je pense à des marins comme ça qui engageaient leur vie d'une manière beaucoup plus extrême. Moi, j'ai toujours essayé de garder la petite limite, dit on va essayer de ne pas la franchir, même si effectivement, à un moment, la nature peut très bien décider, et puis voilà, c'est elle qui vous emporte. Hein. En montagne, c'est encore plus brutal et encore plus violent. Mais oui, il y a de toute façon la confrontation où on va chercher une émotion un peu ultime, un peu forte, adrénaline. À un moment, oui, on peut se heurter un peu à ce mur du danger, où là, on ne sait plus trop où est la limite. Ouais, dans un corps à corps avec les éléments, quoi. Oui, vous totalement. Oui, totalement. Je pense par exemple au planeur. Quand j'ai commencé l'aviation, j'ai fait du planeur. Et là, vous utilisez uniquement encore les courants aériens. Voilà, je suis monté au-dessus des Pyrénées à des altitudes inconsidérées. Et c'est vrai que dans ces moments-là, vous allez chercher une forme d'absolu. Voilà, vous montez 6000 mètres, vous dites, j'ai été chercher ça uniquement à la force de ma réflexion et de ma façon de m'intégrer dans cette nature, d'aller chercher la bonne ascendance, de maîtriser la machine. Voilà, et ça, c'est des moments presque de pureté incroyable, où on va chercher des moments qui sont assez extraordinaires. Alors évidemment, quand on les a un peu connus, après, on essaie de les retrouver un peu ailleurs. C'est un peu, faut faire attention. C'est un peu. Mais alors, comment vous devenez ingénieur météo? Parce que quand on vous entend, on sent une passion dévorante pour ces éléments, et notamment la mer, hein, la voile, cet univers si particulier. Et vous faites d'abord un diplôme, vous passez un diplôme d'ingénieur météo, justement pour que ça vous serve dans la voile, mais finalement, c'est vers la météo. Est-ce que ça veut dire que la météo a été un second choix, un choix par défaut ou pas? Non, c'est simple à comprendre. J'ai voulu être pilote de chasse, j'ai pas une vue suffisante, donc voilà, cette filière-là s'est arrêtée. Déjà. Donc après, je me suis dit, je suis plutôt matheux, j'ai fait maths sup, maths, je me suis dit, bon, quelle filière tu peux trouver pour revenir dans ces deux milieux-là avec une vraie compétence? Cette idée d'avoir la compétence, parce que pour revenir dans la course au large, par exemple, des prétendants, il y en a beaucoup. Moi, à l'époque où je suis arrivé, c'est l'époque de Florence Artaud, Philippe Poupon, de tous ces gens-là, il y avait en gros une dizaine de bateaux performants dans le monde, une dizaine, donc ça veut dire en gros 50 marins à bord. Être dans les 50, c'est pas simple. Et donc, moi, je me suis dit, je vais essayer d'arriver avec une compétence qui va me permettre de faire la différence. Même si j'étais un petit régatier, mais là, je ne faisais pas la différence. Et donc, je me suis dit, mais la météorologie, oui, on a besoin quand on part. Et donc, je suis devenu météorologue. Et puis, j'ai eu la chance, effectivement, derrière, de partir sur un projet en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis que je tombe bien avec Florence Artaud, qui avait enfin un gros budget pour avoir un gros bateau pour la route du Rhum 90, qui a dû faire son équipage. Et moi, je commençais, et puis par le jeu des connaissances, un jour, il lui a dit, il y a un jeune météorologue, là, il a l'air d'être passionné, si tu veux, reçois-le. Et puis voilà, elle m'a pris, je suis parti. Et puis, il y a eu les succès derrière. Et donc, je suis rentré dans ce milieu-là pendant une quinzaine d'années, où moi aussi, j'ai essayé d'avoir mon bateau, mon projet. Mais bon, là, j'ai pas été assez bon, j'ai pas réussi. Et puis c'est après que les médias, petit à petit, sont intéressés à moi et que j'ai basculé dans votre profil. Et alors, quel regard vous portez sur ce monde de la voile qui évolue beaucoup? Les bateaux aujourd'hui sont quand même des bolides. Hein. Il faut des compétences techniques très importantes. Est-ce que ça enlève un petit peu de charme à ce monde de la voile que vous avez connu à une autre époque où c'était pas aussi perfectionné? Est-ce que ça casse un peu quelque chose ou au contraire ça rend? Elle est intéressante la question, parce que moi je suis à la cheval entre les deux. Là je rêve d'aller naviguer avec Thomas Coville qui a un bateau qui vole, Armé Lecléage, voilà, sont aussi des copains. Mais je suis d'accord, il y a un peu de nostalgie quand même. Alors peut-être que je commence à être un peu vieux, je ne sais pas, mais oui, j'aimais. Non, pourquoi? Parce que j'aimais bien quand la mer était encore un terrain d'aventure. On partait à la découverte. Moi je me souviens avoir été au départ du premier Vendée Globe, gagné par Titon Lamazou. J'étais sur les quais, je regardais ça. Et la question, c'était, est-ce qu'un va revenir? Ah oui, c'est la première fois. Est-ce qu'un va revenir? Il partait dans les 40e sud, dans des mers incroyables. Donc c'était une aventure avant d'être une compétition. C'était d'abord, on part. Alors évidemment, ils partent ensemble, donc il y aura un premier, un deuxième, mais
Déjà, allons au bout, allons à la découverte de ce qu'on est capable de faire, est-ce qu'on peut y aller tout seul dans ces endroits-là. Aujourd'hui, tout est très balisé, très scientifique, très chiffré, Oui, voilà. très codé. C'est-à-dire qu'ils sont... Peut-être qu'ils n'accepteraient pas que je dise ça, mais très honnêtement, ils le savent bien. Ils ont quitté un peu le côté aventurier pour devenir des sportifs de haut niveau. Aujourd'hui, ils se préparent comme des sportifs de haut niveau alimentaire, gestion du sommeil, préparation de la machine. Ce sont des machines très dangereuses, donc on se protège, on se met des protections, on travaille la musculature, comme le fait un tennisman, comme le fait un footballeur de haut niveau ou un judoka. Voilà. Donc ils ont basculé, mais voilà, c'est l'évolution, c'est comme ça. Ce qui n'a en revanche peut-être pas changé, c'est qu'ils sont quand même confrontés à cette puissance-là de la mer et que ça continue de les rendre humbles face à la nature, aux éléments, à l'environnement. Exactement, avec parfois même la technique qui va au-delà de ce qu'ils devraient respecter. Je me comprends, c'est-à-dire que les machines sont tellement sophistiquées, elles sont tellement performantes, on est tellement attiré par ça, voilà, des bateaux qui volent maintenant, qu'on oublie juste que parfois l'atterrissage peut être un peu brutal et avec une sanction qui peut être grave, à la fois matérielle et peut-être humaine, parce que c'est particulièrement dangereux. Donc effectivement, je crois qu'aujourd'hui, on va revenir à ça, on va le voir dans les prochaines courses d'ailleurs, où on va jouer un peu avec le feu techniquement en allant très très loin, mais en essayant de ne pas trop oublier la mer qui, elle, sera toujours là et elle sanctionnera les excès à tout niveau, et c'est certain. Donc, ça veut dire qu'il faut garder une certaine humilité, justement, que peut-être l'ancienne génération de voileux avec, la nouvelle a un peu moins. Mais c'est peut-être sociétal. Est-ce que notre société pêche un peu par excès d'ego de manière générale? Bien d'accord. Alors là, c'est bien, parce que ça, c'est mon combat aujourd'hui, c'est qu'il faut réapprendre à être un peu plus modeste et un peu plus humble. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et pourtant je suis un scientifique, et je pense que c'est par la science d'ailleurs, on sortira de tous ces défis, notamment le réchauffement, les rapports, la biodiversité, et en même temps, bien se rappeler qu'aujourd'hui, la science ne peut pas tout. Elle ne nous rend pas encore immortels. La météorologie, je le disais tout à l'heure, elle a encore ses limites. Moi, je suis incapable de faire une prévision détaillée à quelques kilomètres près, et je suis incapable de faire une prévision à 10 jours. C'est comme ça, on essaie d'apprendre plus. C'est vrai dans la médecine, et c'est vrai dans beaucoup de domaines. Donc, réapprenons effectivement à être un peu plus modeste et à mettre un peu moins de tension, un peu moins de pression sur ce rapport à cette nature, d'ailleurs avec les excès qu'on connaît aujourd'hui, et également pour tous les professionnels. Je pense au monde agricole, où aujourd'hui on a tellement demandé à ce monde agricole en termes de rentabilité, de saveur, de qualité, que évidemment c'est absolument pas réaliste avec ce qu'est réellement la météorologie et la nature. Donc on se retrouve avec des situations où une mauvaise année, des agriculteurs sont en déroute, ne peuvent pas faire face à leurs échéances, ne peuvent pas, tout simplement parce qu'on leur a mis une telle pression que c'est plus réaliste. Donc il faut qu'on revienne à un principe de réalité qui soit moins dans le rendement. Aujourd'hui, il faut qu'on soit rentable, il faut qu'on aille très vite, il faut que tout aille vite, il faut qu'on sache tout. Non, n'y allons pas trop vite. Et vous qui l'observez, ce climat, depuis plus de 30 ans maintenant, comment vous le voyez évoluer? Comment vous avez plus de recul que nous, plus de savoir que nous sur le sujet, forcément. Un petit savoir. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous les sentez, ces phénomènes extrêmes que nous semblons observer, ressentir chaque été, par exemple? Est-ce que ça vous rend inquiet ou pas? Non, alors justement, les excès ne me rendent pas inquiet, parce que les excès, il y en a toujours eu. Et moi d'ailleurs, cet été, je dis oui, voilà, il y a probablement des records battus parce qu'on est dans un réchauffement et que donc quand il y a un excès, on se rapproche plus facilement des records. Mais quand l'hiver prochain, admettons, on est un hiver particulièrement rigoureux, qu'est-ce que je vais dire à ceux qui disent il est où votre réchauffement? Donc non. Moi je dis bien, c'est la petite musique de fond qu'il faut regarder. Celle qui fait que de mois en mois, la moyenne, elle est toujours un peu plus élevée qu'il y a 20 ans. Ça, c'est l'expression du réchauffement climatique, de notre impact. Pas les excès des épisodes Cévenol, des coups de chaleur, des coups de froid, il y a toujours eu. D'ailleurs, M. Trump s'est très bien servi de ça. Ce contre-argument. Pendant son mandat, il a eu 2 hivers très rigoureux. Il disait, mais il est où votre réchauffement? Non, M. Trump, il n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est qu'à l'échelle du globe, d'année en année, la température moyenne grimpe. Il y aura toujours des excès dans un sens ou dans l'autre. C'est bien ça qu'il faut retenir. C'est ce que les agriculteurs disent. Nous, on moissonne un peu plus tôt maintenant. Cet été, cet automne, ils ont vendangé avec 1 mois d'avance. Là, voilà l'expression. Ce sont les signaux faibles, en fait. Les signes faibles, exactement. Ça, c'est le réchauffement. Parce que les excès, on peut tout de suite trouver le contre-argument. Cet été, c'était l'hiver du côté à Rio, on a battu un record de froid. Il a fait 2 degrés à Rio, on ne l'avait jamais entendu, jamais vu.
Donc on peut se dire, bah alors, qu'est-ce qui se passe? La banquise en Arctique, cet été, elle a reculé moins que durant les 14 dernières années. On s'arrête à ça? Non, non, non. Non, non, c'est plus le sujet. Le sujet, c'est bien aujourd'hui un impact. Le GIEC a ses conclusions avec ses limites, évidemment. La science a encore ses limites, mais c'est indéniable. On a une action. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on change de paradigme, il faut qu'on change nos méthodes. Et, coup de chance énorme, on a les connaissances techniques, on le sait, on a les solutions. C'est donc bien humainement qu'il va falloir qu'on agisse maintenant, et c'est sur le sens de la civilisation et ce sens collectif. Donc il faut rester optimiste. Moi, je pense qu'il faut rester optimiste tout en étant lucide. Aujourd'hui, il y a deux endroits un peu... c'est de la caricature, mais ce qui se passe en Ukraine avec un monsieur Poutine qui n'est pas du tout dans le sens de l'histoire, qui a rien compris. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, d'emmener son peuple dans une espèce d'impasse horrible en y associant un pays qui n'a rien demandé, ou un monsieur Bolsonaro au Brésil qui emmène là aussi son pays à la perte. Enfin, ça n'a pas de sens. Mais globalement, j'espère qu'ailleurs, on prend bien conscience de ça et que ce travail collectif, on va l'enclencher. Moi, je me souviens de la COP qui s'était passée en France. On m'a dit, ouais, tu en penses quoi? C'est vrai que, première réaction, j'ai dit, oui, bah, ça va être comme d'habitude. Puis en fait, je me suis dit, non, 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 non. Dans l'histoire, 150 pays qui viennent sur une même photo, sur un même sujet, ça restera peut-être caricatural, mais c'est un premier signe. Parce que ça, c'est le signe de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Quand vous êtes un météorologue, vous apprenez tout de suite qu'il n'y a pas de frontières. Les nuages, ça n'a pas de frontières. La pollution, ça n'a pas de frontières. La biodiversité n'a pas de frontières. Les animaux n'ont pas de frontières. C'est une notion humaine, la frontière. Donc, penser notre environnement demain, c'est enlever les frontières. Si on ne le fait pas, on ne réglera pas le problème. Donc, ça veut dire des instances internationales, ça veut dire, je mets le mot ingérence. Je l'introduis moi aujourd'hui. Oui, bah, aujourd'hui c'est levé de bouclier. Vous dites ça à l'ONU, vous êtes au pinacle. Là oui, mais je vous parie que dans 10 ans, ce mot-là sera évoqué. Et, donc une ingérence climatique, il faut se mêler des politiques climatiques des autres pays? Des autres pays, exactement, parce que ce qui se passe dans la forêt amazonienne aujourd'hui, bah, ça a une incidence sur le monde entier. Désolé. Donc oui, on veut avoir un droit de regard, pas sur votre économie, vos cultures, pas de souci, au contraire, moi je prône la diversité, mais en tout cas, oui, sur ce qui pourrait avoir une action sur les autres pays, eh ben, oui. Et on y viendra, on y viendra. On y viendra, c'est noté, je prends date. Je vous réinviterai pour en parler. Je voudrais vous montrer un document, c'est une archive transmise par nos partenaires, les Archives nationales. C'est une affiche créée en 1985 dans le cadre de la campagne d'information de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, avec ce titre, je le dis pour le public qui nous entend, « Vous êtes absent, baissez votre chauffage ». On est alors en 85, on nous appelle à la sobriété suite au choc pétrolier de 79, on y revient aujourd'hui. Alors, on sent qu'en fait, il nous faut une crise pour à nouveau parler de sobriété. Il faut être au pied du mur pour parler de sobriété. C'est fou de voir ça aujourd'hui. Exactement. Mais moi, je dis simplement, c'est du bon sens. Moi, j'aime bien, je suis proche du monde agricole, et on me dit, mais ils prennent le bon sens. Et en fait, avec ce confort, avec ces excès de cette fin de XXe siècle, là où effectivement tout était un peu permis dans les pays qui ont eu la chance de pouvoir se développer, comme l'Europe, comme les États-Unis, effectivement, on a oublié les choses. On veut de la chaleur, on veut du froid, et hop, et on crée les outils parce qu'effectivement, on avait les technologies pour... en oubliant tout simplement le bon sens. C'est-à-dire que si à un moment, il n'y a pas besoin de chauffer une pièce, ou si à un moment, il n'y a peut-être pas besoin d'excès, si on met peut-être une petite veste supplémentaire, bah, on va pouvoir retarder un petit peu. On l'a oublié. Ce qu'on faisait très bien avant, hein, jusqu'au début du XXe siècle, on était très économe, on était très respectueux de la nature, parce que ça faisait moins de consommation de bois, parce que finalement, bah, ça faisait un peu moins d'argent dépensé, parce qu'on était... C'est une espèce de sobriété naturelle qu'on pratiquait, parce qu'on avait encore ce contact avec la nature. Petit à petit, avec ce confort qui est arrivé, on l'a oublié, effectivement, avec ces excès. On se sent supérieur à la nature. On se sent supérieur à la nature. On est en train d'essayer de la dominer. De la dominer, et en fait, bah non. Non. Ça me fait penser au débat sur le mondial au Qatar. Du coup, comment vous voyez ça? Parce que s'il y a bien une façon de vouloir dominer la nature avec des stades climatisés et tout, sans rentrer forcément dans une polémique stérile, mais est-ce que du coup vous vous dites, oh là, on respecte plus du tout la nature, on fait des choses... Mais, là, il ne faut pas hypocrite, c'est pas à 3 mois du mondial. Hein. Il a été décidé il y a 10 ans, c'est il y a 10 ans où effectivement, il fallait qu'on se mette tous en disant, bah non, je ne sais pas ce qu'on peut proposer au Qatar et autres, mais ça, c'est pas la solution. Ça n'avait déjà pas de sens au moment où... Ça n'avait pas de sens à ce moment-là, mais aujourd'hui, à 3 mois, non, voilà, on l'a accepté, soyons pas hypocrites. Donc là-dessus, revenons pas en arrière. En revanche, j'espère que ça va être l'occasion de rappeler au Qatar, de mettre peut-être une pression sur leur avenir à eux, en disant, bon, voilà, c'est fini, vous n'offrez plus rien si ça se fait dans ces conditions-là, il y a peut-être à réfléchir sur une méthode.
Et en même temps, réfléchissons à des choses, en prenant un peu de recul, parce que je suis désolé, ces pays-là, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit d'organiser des événements. Alors regardons comment est-ce qu'ils peuvent le faire. Est-ce que derrière ça, ils vont avoir développé des technologies permettant peut-être d'être plus vertueux en matière de développement d'énergie nouvelle, solaire, je ne sais rien. Il faut faire attention à ne pas être dans le jugement de très court terme. Oui. Et puis là, je veux dire un peu, j'ajoute l'hypocrisie, parce que voilà, c'est quelque chose qui a été décidé il y a 10 ans, et où j'en vois qui se réveillent aujourd'hui en disant intéressez-vous à l'actu, hein, on a voté ça il y a 10 ans. Et donc si on avait ce choix à faire aujourd'hui, il ne faudrait pas... Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait... Ou alors, il faudrait l'expliquer clairement, en disant, Qatar, les dépenses qui sont faites sur une climatisation, sur la construction, ça a été rendu parce que avec cet argent-là, ils ont monté 3 fermes solaires dans le désert, qui est un endroit propice à ça. C'est pas aberrant. Donc, développer une autre technologie, ce qui fait que les énergies fossiles vont moins servir, qu'eux aussi attaquent leur transition. Que ça ait du sens, quoi. Que ça ait du sens, exactement, et que ça aille de toute façon dans le bon sens par rapport à nos objectifs d'avoir moins de CO2, moins de consommation d'énergie fossile et plus de respect de la biodiversité. On a un petit rituel dans cette émission, c'est le choix des photos. Alors, on a choisi des petites photos pour vous qui ont un lien direct ou indirect avec vous. En tout cas, ça peut susciter une réaction. On a d'abord choisi celle-là. Le président Hollande sous la pluie, une image qui a beaucoup marqué les esprits, qui a aussi marqué son image à lui de président et presque son quinquennat, un peu comme s'il avait été un quinquennat malchanceux, presque à cause de ça, comme si la pluie était oiseau de mauvais augure, alors que... Pourtant, la pluie n'est pas du tout quelque chose de... Mais non, on en a besoin, elle est nécessaire. C'est drôle quand même comme... Oui, mais justement, ça montre bien aussi cette dérive. C'est-à-dire que... D'ailleurs, moi, j'ai corrigé mes bulletins. De plus en plus, je suis moins, entre guillemets, tant que le Med, où il fait beau, quand c'est beau temps, il pleut pas et il fait 20 degrés. Voilà. Ouais. En dehors de ça, il fait pas beau. Non, non, effectivement. Donc là, je le fais. Par exemple, là, ces pluies qui arrivent fin septembre, c'est une très, très bonne nouvelle. C'était à souhaiter. Il fallait surtout pas qu'on ait d'été indien cette année, parce que la sécheresse serait peut-être devenue préoccupante. Donc voilà, c'est la pluie. Mais en même temps, bon, il faut que ça reste anecdotique. Mais c'est vrai que quand même, il les a accumulés. Moi, je me souviens, bon, elle est déjà, il se fait la foudre sur l'avion. La foudre sur l'avion, il change d'avion, il repart. Il va au Maroc, qui est quand même pas un pays très pluvieux. Il arrive, il prend la pluie, il va sur l'île de Saint, il prend la pluie. Là, c'est peut-être un peu plus fréquent quand même. Vous avez fait un livre d'ailleurs qui s'appelle Quand la météo fait l'histoire. C'est vrai, c'est très lié à des événements politiques ou des destins d'hommes et de femmes politiques liés à la météo, c'est drôle. Ah oui, c'est drôle, et oui, ça a eu son importance. Beaucoup plus d'ailleurs, je dirais il y a quelques siècles, la bataille d'Azincourt, qui, par exemple, ça je l'ai vu avec les historiens quand on l'a reconstituée, mais ça tient à rien. C'est-à-dire que la chevalerie française a été décimée dans cette plaine d'Azincourt parce qu'il avait plu et que les chevaux se sont embourbés avant même de combattre. C'est-à-dire que les chevaliers sont écroulés avec leurs armures. S'il y avait eu un terrain... 15e siècle. 15e siècle, un terrain sec, l'histoire était changée. C'est-à-dire que là, les Anglais auraient été boutés beaucoup plus, que la chevalerie française n'était pas décimée, que les familles auraient pu prospérer de manière toute... Voilà, oui, la météo là, a une importance capitale. Une dernière photo, c'est la patrouille de France. Vous avez volé dans l'un de ces avions, c'est ça, à l'occasion des cérémonies du 14 juillet 2021, c'est ça? Oui, c'est ça. Expérience absolument incroyable. Vous qui parliez de confrontation aux éléments aussi, voilà, ça a été une expérience folle. Oui, là, on rejoint l'excellence. Là, c'est mon petit côté compétiteur, aller chercher l'ultime. Et là, les pilotes de la patrouille de France, c'est ce qu'ils vont faire, quoi. C'est au mètre près. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Il n'y a pas le droit à la moindre erreur. Il faut bien penser ça, quoi. Jamais, jamais. Quand ils se croisent à 2,50 m, à 300 nœuds, ça veut dire qu'il y a une vitesse de rapprochement 600 nœuds, c'est plus de 1000 km/h. Donc, il n'y a pas le droit. Il faut être en forme, il faut être bien, il faut être humble. Il faut, certains, de temps en temps, sont un peu malades. Stop. Je ne vole pas. Donc, il y a ce qu'on appelle un spare. Il y a un pilote qui est là en permanence. Donc, ça veut dire le reconnaître, être toujours transparent par rapport... parce que c'est un vrai travail d'équipe. Et c'était une chance extraordinaire. Merci TF1 de m'avoir permis de voler avec eux. Ouais. Et l'étape d'après, ce serait quoi, l'espace? Vous aimeriez partir dans l'espace? C'est vrai? Ah bah oui. Ça, j'ai la chance de connaître un peu Patrick Baudry et Jean-François Clairvoy. Je vous promets, il faut les inviter. Et demandez-leur de raconter ce qui se passe quand ils arrivent dans l'espace. Ils se jettent au hublot et ils regardent la Terre.
Ils m'ont tous dit, mais t'imagines pas comme elle est belle. Allez, une dernière question en lien avec notre lieu. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Alors vous avez derrière vous celle de la sagesse, ici la prudence, ici la justice et derrière moi l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle, qui vous caractérise plus que les autres ? Je dirais les 4, mais moi je trouve que la justice c'est bien. La justice, alors pas au sens, mais la justice au sens humain. Parce que pourquoi ? La météorologie, elle est à l'origine des injustices qui existent sur cette terre. Moi, j'étais assez intolérant, plus jeune, assez intolérant parce que compétiteur. Souvent, le compétiteur, il dit « Oh, les autres n'ont qu'à se bouger. » Alors, c'est pas vrai du tout. Merci beaucoup Louis Baudin d'avoir été avec nous dans ce rendez-vous ici au Sénat dans le Dôme Tournon. Merci beaucoup d'avoir développé toutes ces pensées avec nous et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Et puis évidemment, c'est une émission que vous pourrez retrouver en podcast comme toutes les autres. À très vite sur Public Sénat.